comprendre les conséquences, oui. Certaines comprennent, certaines ne comprennent pas tant. Elles acceptent de se sacrifier pour la réussite. Elle a besoin d'être diplômée, d'être licenciée, graduée ou que ce soit. Elle accepte, mais elle ne se tient pas compte que qu'est-ce que pourra arriver juste après ce que je suis en train d'accepter aujourd'hui. Parce que tu peux être harcelé, tu acceptes la situation telle que ça y est, et après tu te dis, bon, advienne que pourra. Mais elle ne voit pas son avenir. Donc, elle accepte tel que ça est, mais il y a certaines qui disent, non, je n'accepte pas parce que c'est mon avenir, c'est ma vie qui est mise en danger. Parce qu'il y a plusieurs conséquences qui sont derrière ces cas d'harcèlement sexuel. Vous allez voir qu'il y a certaines filles qui acceptent même d'arrêter les études à l'instant même. Elle se dit que j'ai déjà donné les rapports peut-être au supérieur, il n'y a pas de réaction. Jusque-là, personne n'agit. On me dit, bon, accepte, tu vois, ce sont des réalités qui arrivent. Et là, elle dit, non, je suis venue pour étudier et non être harcelée ou accepter de points sexuellement transmissibles pour réussir un jour. Donc, il y a beaucoup de conséquences qui sont là, mais beaucoup ne se rendent pas compte déjà à l'avance. Me dit, donc c'est ça. Elles acceptent l'état tel que ça y est maintenant. J'accepte. Je veux passer à l'acte. Je vais accepter de voir ce professeur chez lui à la maison, dans un endroit peut-être close, mais elles oublient que l'avenir me donne toujours raison, on va dire, tôt ou tard, qu'est-ce que j'avais fait? Quels sont les résultats de ce que j'ai pu produire auparavant? Harcèlement dans le milieu universitaire, une réalité, en tout cas, loin d'être décantée, vous ne trouvez pas? Oui, nous ne venons pas éradiquer le harcèlement sexuel, mais nous voulons réduire l'acceptation. C'est pas que harcèlement sexuel, elle s'était mal habillée. Non, nous voulons réduire. Être mal habillé, ce n'est pas une raison pour violenter la fille ou pour être harcelée. Même sous d'autres, si on parle de l'harcèlement sexuel. Oui. L'harcèlement, oui, dans le milieu universitaire. L'harcèlement sexuel commence même en milieu primaire. Nous avons des résultats que les gens ont mené des recherches. Il y a des problèmes d'harcèlement en milieu primaire. Et vraiment très grave. Mais moi, je trouve pas qu'une lutte est menée dans le but d'éradiquer la situation. Nous éradiquons, mais là, quand vous dites éradiquer, mais non, ça, je suis en train de mentir. Nous sommes en train de militer pour réduire l'acceptation. Nous avons commencé. Nous savons qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre. Il y en a qui font le travail dans les milieux scolaires, primaires et dans les humanités. Nous faisons dans les milieux universitaires. Il y a d'autres qui le font dans les milieux professionnels. Vos efforts sont salués, les efforts de l'ONG Si Jeunesse Savait, par rapport à l'harcèlement. Nous avons eu la chance de rencontrer les DG des universités qui ont salué le projet, qui sont contents de voir ce projet, qui ont dit qu'il faut vraiment faire un travail avec les étudiants, c'est très important, et qui nous ont aussi encouragés. Il n'y a pas de contraintes? Il y a eu des contraintes, par exemple avec les étudiants. Pour qu'une porte s'ouvre, je me dis. Oui, non, vous savez, l'administration ici en République démocratique du Congo, ça marche vraiment très lentement. Alors, c'est vrai, vous introduisez des lettres, ça traîne, ainsi de suite. Mais sinon, nous avons rencontré les DG qui ont accepté les projets. Nous travaillons dans les 3 universités cibles de notre projet, l'IFASIC, l'IEC et l'UPC. Madame Pellegrine, est-ce que la liberté que jouissent les jeunes dans le milieu universitaire doit être mise en cause? Je dirais, déjà quand je me suis dit je viens à l'université, déjà je sais que je suis déjà libre. Parce que déjà quand on finit avec les études humanitaires, on s'est dit que je suis maintenant diplômée d'État et là j'étais un peu bloquée et tout comme ça. Mais là maintenant je me sens libre. Donc je dirais oui, je me sens déjà libre de juger de ce que je veux faire et de ce que je pourrais ou ne pas faire. Donc je suis libre moi-même de décider de ce que je veux faire aussi. Surtout pour les étudiants qui sont internés. Je ne crois pas que c'est seulement pour le problème des jeunes qui sont internés. Je crois que le problème,
ce sont celles qui commencent l'université. Elles ne connaissent pas encore la réalité du milieu. Alors elles arrivent là avec l'influence aussi. Elles ne savent pas par où commencer et par où sortir. L'enthousiasme, et voilà. tout qu'on sort, ça les emballe directement. Voilà. Mais comment vous réfléchissez par rapport à ceux qui pensent qu'il y a de ces parents qui sont responsables de l'irresponsabilité de leurs enfants? Non. Les parents ont donné l'éducation. On ne sait pas, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça, mais chacun donne l'éducation à son enfant de sa façon. Alors, c'est par rapport à Il y a de quoi? ces parents qui n'éduquent plus, hein, on fait pas. De quelle façon les parents n'éduquent plus? C'est par rapport à L'enfant quoi? est libre, il entre quand il veut, il sort comme il veut. Oui, c'est quel enfant? Il y a de ces parents qui attendent même quelque chose de leurs enfants. C'est ça, la culture, l'éducation. Chacun vient avec son éducation, il l'emmène à l'université, il se comporte comme il veut. L'éducation aussi de la famille influence aussi un peu le comportement dans le milieu universitaire. On sent même plus la prise en charge de certains parents, voire dans le milieu, il y a ces étudiants qui arrivent à payer le frais académique seul. Oui, c'est parce pas que lui-même pour payer des frais académiques. oui, il y a des étudiants qui travaillent, d'autres sont ils font le business pour payer leurs C'est cette catégorie universités. qui est plus exposée aux harcèlements. Non, pas du tout, pas parce du que ce n'est pas dit que quand tu te débrouilles pour payer tes études, tu dois Ah, forcément... Là, je dois passer un référent, en tout cas, c'est impossible. Non, c'est la même chose. C'est ton père ou ta mère qui sort l'argent pour payer le Minerval. Donc, quand tu refais, ça fait aussi mal. Ouais. C'est pas seulement parce que c'est toi-même qui es en train de payer. Non, on prend tout en global. C'est pas seulement ceux qui ont des problèmes au niveau économique. Non, même celles qui n'ont pas de problème. Parce que l'harcèlement touche, ça touche tous comment dirais-je, ça touche tout le monde dans l'université. C'est pas celle qui vient d'une famille riche, famille pauvre, mais ça touche tout le monde. Donc ça n'a pas de catégorie, l'harcèlement sexuel. Donc je peux être enfant d'un riche, mon père est millionnaire, mais je suis victime d'harcèlement, je suis harcelée à l'université. Donc on ne tient même pas compte de cette catégorie. Riche, pauvre, elle fait des activités génératrices de revenus, le parent, on ne tient pas compte de ça. Mais par rapport aux harcèlements, quelles sont les catégories d'étudiants qui cèdent? Bon, nous ne savons pas donner ce genre de catégorie d'étudiants qui cèdent. Le problème, c'est le harcèlement sexuel, c'est une violence. C'est condamnable par la loi congolaise. Nous n'avons pas besoin de connaître c'est qui, par qui, elle a quelle couleur, elle s'habille comment. Non. Quand vous le faites, vous avez un problème avec la loi. Et la loi ne catégorise pas. La loi dit toute personne. Il ne dit pas que c'est une femme ou un homme. Toute personne. Puisque le harcèlement sexuel, aujourd'hui nous parlons pour l'étudiante, mais il y a aussi des garçons qui sont victimes. Il y en a qui sont victimes parce qu'elle a une copine qui est harcelée par un professeur et il devient victime lui aussi. Merci beaucoup pour cette précision. Madame Pellegrin, je ne sais pas si je trompais les noms, Madame Patience Louyeye, c'est avec vous que nous sommes en train d'échanger entre le responsable de milieu universitaire et les parents qui ont renoncé à leur rôle. Les deux ont renoncé à leur rôle. De l'éducation, oui, les deux. Aujourd'hui... Justifiez votre réponse. Oui. Soyez un peu beaucoup plus explicite. Oui, parce que à la maison, si les parents ont renoncé à l'éducation, mais moi à l'université, l'enfant doit quand même trouver son compte. C'est là où on doit trouver l'éducation, l'éthique, même. Mais en allant aussi à l'université, ça n'existe pas. Là-bas aussi, elle rencontre un problème d'harcèlement sexuel. Vous voyez un peu. On ne peut pas seulement donner la faute aux parents. L'enfant peut quitter le toit parental pour l'université. Elle était bien éduquée là-bas et arrivée à l'université, elle a changé. Parce qu'elle a rencontré des réalités là-bas. Donc elle est influencée par le milieu aussi. C'est
sais qu'il y a... Voilà, l'État est là. Que pouvez-vous attendre de l'État pour éradiquer ces fléaux? Pellegrine, là je vous passe la parole. Que pouvez-vous attendre de l'État pour éradiquer ces fléaux? Harcèlement dans le milieu universitaire. L'État congolais doit s'impliquer dans cette lutte. Ce n'est pas seulement si je ne savais, les étudiants, oui, mais nous avons besoin de pour éradiquer. Peut-être comme a dit Patience, éradiquer maintenant, ça sera trop dire, c'est mentir, mais au moins diminuer les taux d'acceptation du harcèlement en milieu universitaire. D'ailleurs, en passant, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Justice aussi, et aussi quelques cadres de ces pays, les autorités, qui ont accepté de travailler avec nous pour lutter contre ces fléaux. Donc l'État congolais doit nous soutenir ensemble avec eux, accepter que la loi soit promulguée, accepter que les normes disciplinaires soient mises en pratique, accepter que la charte soit promulguée dans toutes les universités, afin de mener cette lutte ensemble avec eux. Vous pouvez compléter, Madame Passas, qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'État congolais pour éradiquer ces fléaux, le harcèlement dans le milieu universitaire? Déjà, nous travaillons avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'est déjà quelque chose. C'est de ça que nous voulons. Nous voulons que l'État congolais puisse nous accompagner. Il y a le harcèlement sexuel qui est une violence condamnable par la loi. Mais est-ce qu'il y a une punition qui dit que quand vous faites le harcèlement sexuel, en fait le harcèlement sexuel est inclus dans le viol. Mais qu'est-ce qui condamne le harcèlement sexuel? Vous voyez un peu. Il faut que les punitions suivent. Il faut que la personne soit punie. C'est de ça dont nous avons besoin. Mais entre-temps, nous travaillons aussi avec les étudiants au niveau des universités pour qu'ils puissent élaborer leur charte. Quand ils vont élaborer leur charte, c'est juste pour voir comment est-ce que... C'est pour les deux côtés. Hein. Ce n'est pas seulement les professeurs ou l'administration, c'est aussi avec les étudiants. Comment est-ce que nous devons nous conduire ici à l'université? Toi en tant qu'étudiante et moi en tant que professeur ou membre de l'administration. Dans un pays où l'impunité bat son plein, vous pensez que par rapport à l'harcèlement sexuel, les auteurs seront facilement punis? Je ne dis pas que ça sera facilement. Déjà, il faudra qu'on sache, quand vous allez vous plaindre, est-ce que vous avez réellement subi le harcèlement sexuel? Il faut avoir de preuves. Quand vous n'avez pas de preuves, on ne sait pas dire que c'est un harcèlement sexuel. Alors que pour trouver des preuves pour le harcèlement sexuel est très difficile. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça le problème. Vous pouvez compléter. L'impunité bat son plein en RDC. Ça sera facile de punir les auteurs de ces actes? Comme disait Patience, ça ne sera pas assez facile, mais juste il faut réunir tous les moyens possibles. Tu peux te présenter aujourd'hui, j'ai été victime. Qu'est-ce qui le prouve? Il y a eu des cas avec des témoignages de victimes dans nos universités ici, qui les victimes disent elle est arrivée avec preuve, voilà ça. Et directement, du coup, on décide de ce qu'on devait faire du professeur. C'est parce qu'elle a pu présenter de preuves. Et de preuves, vous savez que c'est tangible, vous savez qu'elle dit, avec ça, oui, elle a effectivement raison. Mais vous ne venez pas dire directement, je suis victime, j'étais victime d'harcèlement, tel professeur, tel assistant a fait ceci. Mais tant que vous n'avez pas de preuves, ça ne sera pas facile pour punir les auteurs. Vous en savez quelque chose en ce qui concerne les sanctions? Moi, je n'ai pas fait le droit. Donc, la raison pour laquelle je demandais, vous en savez quelque chose en ce qui concerne nous n'avons pas fait le droit, mais nous travaillons avec des experts. Voilà. Les femmes qui militent pour le droit de la femme, les femmes qui ont travaillé dans les ministères pour le droit de l'homme. Nous travaillons avec ceux qui travaillent dans les ministères genre. Nous travaillons avec l'enseignement supérieur et universitaire. Nous travaillons avec des juristes. Donc, dans ce milieu-là, on apprend beaucoup de choses. Mais comment est-ce qu'ils procèdent? Nous faisons des réunions
Nous avons des réunions d'information que nous faisons avec les étudiants. Nous organisons des jours où nous allons à l'IEC, à l'UPC ou bien à l'IFASIC. On réunit des étudiants et il y a des experts qui viennent pour informer les étudiants sur les violences faites à la femme par rapport au harcèlement sexuel. Nous avons le droit congolais par rapport au harcèlement sexuel. Que dit le droit congolais par rapport au harcèlement sexuel? Nous avons la formation sur la masculinité positive et nous avons aussi des formations que nous donnons aux étudiants par rapport à la rédaction d'une charte. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre mission de ce soir, Vision de la femme. Madame Pellegrine, c'est à vous que je pose cette toute dernière question vous concernant. Entre le code et l'argent injustement attribué, qu'est-ce qui favorise plus cette opération et par où faut-il commencer en premier lieu? En 2 mots, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci. Entre le code et l'argent, je dirais que ça commence par les codes. L'argent injustement attribué, qu'est-ce qui favorise plus cette opération? Comme j'avais dit au départ, c'est les codes. Tu es buté à ça, on te dit directement, avant de réussir à tel cours, tu dois faire ça. Elle accepte ou elle n'accepte pas. L'argent, on peut te le donner. Tu peux prendre l'argent, tu peux t'en aller. Ce n'est pas inclus sur ton examen, ta fiche. Mais quand on te dit, madame, tu as eu 2 sur 20, où tu as reçu, mais tu vois, avant que j'affiche les codes, il faut que tu fasses ça. Merci beaucoup. Un mot, un message particulier, nous sommes à la fin de l'émission. Juste que nous signalons que ces projets, et qui est pour 2 ans, mais nous sommes en train de travailler sur la page Facebook de ces projets. Si Jeunesse savait, SJS. Dans cette page, c'est là que nous passons des discussions en ligne avec les étudiants, les experts, et nous changeons ensemble avec eux. Nous invitons les étudiants et les étudiantes et tout le monde ensemble pour mener cette lutte. Ensemble, nous allons le faire. Voilà, merci, le message est passé. Si vous étiez en place, à la place plutôt de victime, à titre d'exemple, comment réagissez-vous en lieu et place là? La question que je suis en train de poser à Madame Patience, vous répondez aussi en 2 minutes, parce que nous sommes à la fin. Oui, j'ai été étudiante. Comme je venais de le dire pendant l'émission, il y a beaucoup de causes. Mais moi, en tant qu'étudiante, à cette époque-là, j'ai dit non. Je préfère faire autre chose que de céder mon corps. Parce que après, il y a des conséquences. Aujourd'hui, nous parlons de harcèlement sexuel en milieu universitaire, mais dans le milieu professionnel aussi existe le harcèlement sexuel. Alors, entre-temps, vous continuez à céder votre corps, jusque quand vous continuerez à le céder? Puisque vous avez fini l'université, vous allez en milieu professionnel avant d'avoir du boulot, encore l'harcèlement sexuel. Après la repentance. Voilà, question clôture, question de la fin, un message particulier. Oui, comme venait de le dire Pellegrine, nous travaillons aussi, nous sensibilisons, nous divulguons l'information sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. Dans notre site, sur notre site Facebook, Si Jeunesse savait SJS, nous faisons des forums, des discussions avec des étudiants et étudiantes, des experts aussi qui participent à ce forum. Nous invitons les étudiants ou toute personne qui voudrait discuter avec les étudiants de participer. Vous pouvez aussi nous lire sur notre site www.moici.com. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission, claire comme dans un livre d'images. Merci spécifiquement à Madame Patience Luyeye et Pellegrine Makela, ces 2 femmes respectivement chargées de suivi et évaluation, mobilisation en ligne au sein de l'ONG Si Jeunesse savait
Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, Vision de la femme, c'est chaque lundi à 21h15 sur la RTCE. La rediffusion, c'est demain, mardi à 8h30. Les femmes, vous désirez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler à ces numéros. Vous serez le bienvenu sur le plateau de la radio-télévision catholique Elika RTC. Merci à toute l'équipe technique et aux réalisateurs de cette émission, Roger Chita, sans oublier les caméramans Jean-Claude Bakou et le régisseur Arsène Zola. Je vous remercie énormément et je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro de l'émission Vision de la femme.